Pour ne rien rater de nos programmes, n'oubliez pas de vous abonner à nos deux chaînes YouTube, le Média TV et le Média 24/7, et d'activer la cloche. C'était le dimanche 25 mai dernier. L'Espagne accueillait une énième réunion internationale autour de la question palestinienne. Une réunion des représentants européens et arabes du groupe de Madrid s'est tenue ce dimanche dans la capitale espagnole. Objectif, faire pression sur Israël, tenter de mettre un terme à son offensive sanglante à Gaza et forcer un retour sur les rails de la solution à deux États. Le ministre espagnol des Affaires étrangères a lors de sa prise de parole qualifié Gaza de plaie ouverte de l'humanité et a souligné que le silence n'était pas une option. El único interés que tenemos todos los que nos reunimos hoy aquí en Madrid, en una nueva reunión del Grupo Madrid Plus, es parar la guerra. Parar esta guerra injusta, cruel, inhumana de Israel en Gaza, romper el bloqueo de ayuda humanitaria y avanzar definitivamente hacia la solución de dos estados. Le ministre a également assuré que le groupe tiendrait compte de la paix et de la sécurité du peuple israélien, tout en soulignant que le peuple palestinien avait le même droit à cette sécurité. Il a également plaidé pour la suspension de l'accord UE-Israël si l'État hébreu n'arrête pas son offensive militaire à Gaza. On peut commenter ce sommet en disant que si les grands raouts internationaux changeaient quelque chose au destin terrible du peuple palestinien, cela se saurait. Tout comme on peut noter que l'Espagne semble plus offensive, en tout cas à première vue et dans la scénographie diplomatique, que les grandes monarchies du Golfe dont le bargaining power, le pouvoir de négociation, est autrement plus grand. Où sont donc les grands pays arabes alors que Gaza, ses lieux de vie, ses infrastructures et aussi ses hommes, ses femmes, ses enfants sont littéralement détruits par l'armée et le pouvoir israélien? Arabie Saoudite, Émirats Arabes Unis, Qatar et les autres, les dirigeants arabes ont-ils trahi cruellement et au pire des moments le peuple palestinien? De ce sujet, il sera question dans ce nouvel épisode du Monde n'a pas de centre, la chronique international de Bertrand Badi sur le média. Et avant de commencer notre discussion, je voudrais vous dire que le média, votre média est en campagne. Objectif, obtenir 150 000 € en un mois pour lancer la première étape du plan Riposte, dont l'objectif est de répondre sur les réseaux sociaux et sur la TNT francilienne à la furieuse offensive de l'extrême droite qui n'en finit pas de coloniser nos écrans. Allez sur le mediatv.fr/campagne pour agir avec nous. Bonjour Bertrand. Bonjour Théophile. Alors j'aimerais qu'on prenne le temps aujourd'hui d'évoquer le rapport que les pays arabes entretiennent avec la Palestine et les Palestiniens qui subissent les pires atrocités en ce moment. Le premier génocide filmé en direct. Que font les monarchies du Golfe, l'Égypte, l'Irak, le Liban, les pays d'Afrique du Nord? Que peuvent-ils faire? Que veulent-ils faire? Commençons peut-être par les monarchies du Golfe. Oui, alors les monarchies du Golfe, d'abord il faut distinguer. Il y a en fait une variété de postures. Il y a un cas dominant mais particulier qui est celui de l'Arabie Saoudite. Pourquoi? Parce que l'Arabie Saoudite se caractérise par le fait d'avoir une opinion publique, une société civile, et que les sondages montrent que cette société civile est de toutes les sociétés civiles arabes, celle qui est la plus proche des Palestiniens et qui considère qu'un accord dit d'Abraham avec Israël serait une véritable trahison. C'est la raison pour laquelle MBS, Mohammed Ben Salman, qui projetait de créer ce type de lien avec l'État hébreu, a dû finalement y renoncer. Et puis, il y a aussi des États ou des micro-États, si on prend en compte la dimension territoriale, qui, eux, n'ont pratiquement pas de société civile. L'exemple le plus typique étant les Émirats Arabes Unis, qui est essentiellement constitué de main-d'œuvre immigrée, qui ne sont pas, évidemment, partie prenante au conflit. Il y a Dubaï, il y a Sharjah, il y a Al-Quwain, il y a Fujairah, il y a Ajman, bon, il y a un certain Abu Dhabi, qui en est la capitale. C'est une fédération d'émirats qui ne se caractérise pas par une société civile importante, et ni même décisive. Ce sont des systèmes traditionnels, et c'est ce jeu autonome princier, je dirais, cet accord entre différents princes
différents émirs qui constituent cette fédération d'émirats qui détermine la politique étrangère. Donc, selon des logiques et des canaux qui sont très différents de ce qu'on peut voir en Arabie Saoudite, il y a une pression populaire importante et qui fait que le monarque, aussi absolutiste soit-il, et son prince héritier en l'espèce, ne peuvent pas faire vraiment ce qu'ils veulent. Et puis, à l'intérieur même de ces différents États du Golfe, on voit des politiques étrangères qui n'ont pas la même orientation. Un pays comme Oman, par exemple, a toujours su jouer une diplomatie de l'intermédiation, notamment jouant un rôle très important dans la définition ou la régulation des rapports entre l'Iran et les autres pays arabes, ou entre l'Iran et les États-Unis. C'est à Mascate, capitale d'Oman, que beaucoup de ces négociations plus ou moins secrètes entre les États-Unis et l'Iran ont pu se tenir. Un émirat comme le Koweït, qui lui aussi joue une politique d'équilibre et de prudence. Et puis le Qatar, qui est un autre cas particulier, parce que le Qatar, que certains politistes américains, états-uniens ont appelé cunning state, c'est-à-dire l'État malin, essaye de jouer en même temps de ses ressources propres et de son positionnement géographique et stratégique pour se rendre indispensable. C'est l'État indispensable, et on l'a vu, par exemple, la négociation pour la libération des otages, c'est souvent fait par l'entremise du Qatar, ce qui amène l'État du Qatar à avoir une position prudente de manière à ne fâcher personne, de jouer à fond ce rôle de l'intermédiation. Nous avons le royaume de Bahreïn, qui est très particulier parce que dirigé par un monarque sunnite, alors que la population est en majorité chiite, qui en fait un lieu de tension entre bien entendu l'Iran et les pays arabes, et le monarque est quelque peu déstabilisé par ce risque de tension qui s'était révélé notamment à l'occasion des printemps arabes. Ce qui conduit Bahreïn à jouer plutôt la protection de l'Arabie saoudite et à avoir une attitude suiviste. Et puis enfin, il y a les Émirats arabes unis, dont on a commencé l'énumération de ceux des Émirats qui le composent, et qui, là, a une politique tout à fait différente. C'est-à-dire, ce n'est pas une politique de solidarité à l'intérieur du monde arabe, c'est une politique en même temps hégémonique, c'est-à-dire les Émirats arabes unis jouent d'une position de pouvoir et de puissance pour s'imposer dans certains pays en situation de conflit, par exemple contre les Houthis dans la guerre civile yéménite, où finalement ils ont été défaits, ou actuellement le rôle très important qu'ils jouent aux côtés des forces paramilitaires soudanaises, celles dirigées par Hemiti, contre le pouvoir en place du général Borhan. C'est-à-dire, on voit que dans à peu près tous les conflits, les Émirats arabes unis sont présents, ne serait-ce que pour pouvoir bénéficier de ce rayonnement stratégique. Et puis aussi, il y a le grand problème de cette zone franche de Dubaï qui devient un peu le nœud de tous les échanges, pour ne pas dire de tous les trafics. Et donc, souvent, les Émirats arabes unis ont été gratifiés du titre peu enviable d'État mafieux, parce que c'est un lieu de tractation, de transactions commerciales plus ou moins douteuses. Donc de complaisance et de compromission. Voilà, alors ça va par exemple du recyclage de l'or que Wagner a pu accaparer notamment au Soudan, les diamants accaparés en Centrafrique, mais aussi le recyclage du pétrole russe qui ne peut pas être vendu sur le marché officiel de l'énergie. Ça inclut également tout un tas d'échanges absolument douteux, mais en même temps, les Émirats arabes unis se construisent
comme, je dirais, l'acteur indispensable à peu près tout le monde. Pas sur le mode Qatar pour réaliser des médiations, il y a très peu de médiations qui se font aux Émirats arabes unis, mais pour rendre tout un tas de services dont l'addition leur permet d'accumuler pas mal de ressources. Il y a une base militaire française aux Émirats arabes unis. En même temps, on sait que les Émirats arabes unis, directement ou indirectement, participent à l'effort de guerre de certains groupes djihadistes dans le Sahel. Bon, tout ça fait que on ne s'y retrouve pas très clairement et vient corroborer la thèse que j'ai eu l'occasion ici de développer, à savoir que les alliances claires et fidèles d'autrefois sont de plus en plus remplacées par des effets d'aubaine où l'acteur essaye, en changeant de partenaire tous les jours ou toutes les semaines, de retirer le maximum d'avantages et d'efficacité de son positionnement diplomatique. Et ça, il faut dire que les Émirats arabes unis sont très forts de ce point de vue-là. Ça les a conduits, comme Bahreïn, à signer des accords d'Abraham avec Israël, alors que ni le Koweït, ni le Qatar, ni Oman, ni l'Arabie saoudite n'ont procédé à ce type d'accord. Alors, je voudrais qu'on revienne sur l'Arabie saoudite, parce qu'il y a quand même une évolution du rapport que l'Arabie saoudite entretient avec les Palestiniens. On se rappelle qu'historiquement, c'est quand même un combat phare, un combat identitaire pour l'Arabie saoudite, mais certains analystes disent que l'émergence de MBS, Mohamed Ben Salman, a aussi signé une forme de retrait en tout cas émotionnel, de retrait affectif, politico-affectif pour la Palestine. Est-ce que c'est une bonne analyse ? C'est partiellement vrai. Ceci dit, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Si on veut prendre en compte l'Arabie saoudite, il faut savoir que après l'affaiblissement de l'Égypte, l'affaiblissement diplomatique de l'Égypte sur la scène internationale, après la chute de la dynastie Assad, et je dirais même dès les effets du printemps arabe sur la Syrie, après la chute de Saddam Hussein, l'Arabie saoudite restait le seul État du monde arabe à pouvoir prétendre au statut de puissance régionale. Et ça a été l'idée autant du roi Fahd que du roi Abdallah et que de Mohamed Ben Salman aujourd'hui. C'est vraiment une quête d'une puissance régionale qui ne trouve sur son chemin que deux adversaires qui ne sont pas arabes. L'Iran et la Turquie, qui l'un et l'autre visent ce statut de puissance régionale. Ce qui a provoqué en Arabie saoudite et particulièrement chez le prince héritier Mohamed Ben Salman, qui a été très actif dans cette quête, dans un premier temps, une réaction très fortement anti-iranienne. C'était une période de très forte tension entre l'Iran et l'Arabie saoudite, que l'on a mal analysé en disant c'est les chiites contre les sunnites. Non, ça ne veut pas dire grand-chose, on exagère ce clivage. C'est tout simplement la rivalité entre une puissance régionale arabe et une puissance régionale non arabe pour le contrôle du Grand Moyen-Orient. Ça a été un paramètre important et l'Arabie saoudite a peu à peu découvert que cette antinomie avec l'Iran ne lui rapportait pas grand-chose. D'abord, lorsqu'il y a eu une attaque de l'Iran sur des positions saoudiennes, on s'est aperçu que l'Arabie saoudite n'était pas capable de répliquer et que donc dans un affrontement dual de cette nature, elle avait tout à perdre. Et du coup, cet affrontement dur avec l'Iran qui rapprochait l'Arabie saoudite d'Israël, étant terminé, aujourd'hui, Riyad déçoit Tel Aviv, en quelque sorte. C'est-à-dire, on s'aperçoit que finalement, l'Arabie saoudite n'est pas cet allié que recherche Netanyahou et que recherchaient déjà ses prédécesseurs pour combattre le régime iranien. Et puis, Mohamed Ben Salman, il a assez rationnellement cédé à la tentation que je décrivais tout à l'heure, c'est-à-dire celle du multi-alignement. L'Arabie saoudite a été créée, par la dynastie Ibn Saoud, en s'appuyant sur le leader de ce qui va devenir le salafisme, Abdel Wahhab, mais surtout, l'Arabie saoudite s'est véritablement imposée sur la scène internationale comme étant l'allié
est en fait le petit frère des États-Unis. C'est le fameux pacte du Quincy, le 14 février 1945, lorsque Roosevelt et Ibn Saoud ont conclu une sorte d'alliance qui, jusqu'à il y a quelques années, était totalement déterminante de la politique étrangère saoudienne. Et donc, Mohammed Ben Salman, qui a un vrai projet et un vrai goût de puissance et de rayonnement, s'apercevant que la confrontation avec l'Iran ne lui apportait rien, a considéré qu'il valait mieux trouver le maximum de ressources diplomatiques en passant des alliances avec tout le monde. Il s'est rapproché de Poutine, notamment sur le plan pétrolier, où il y a une vraie connivence entre les deux hommes dans la fixation du prix du pétrole. Il s'est rapproché de Xi Jinping, qu'il est allé chercher pour être médiateur avec l'Iran. Il s'est donc rapproché de l'Iran et il est en train aussi de se réconcilier avec la Turquie, qu'il n'aimait pas beaucoup pour les raisons que j'ai dit tout à l'heure d'hégémonie régionale. Et de même, il était en situation de très vive tension avec le Qatar. À un moment, même, c'était la rupture. On croyait même qu'il allait y avoir une guerre. Et ça, c'est terminé. Donc, il joue maintenant de ce multi-alignement pour essayer de capitaliser le maximum de soutien, ce qui déçoit Israël, ce qui, effectivement, bloque la conclusion d'un accord d'Abraham. Si c'était le cas, eh bien, tous ces pays, et notamment l'Iran, lui tourneraient le dos, et également le Qatar. Et surtout, il est obligé de tenir compte d'une opinion publique qui est très favorable à la Palestine. Donc, on est en ce moment dans un jeu qui est en même temps un jeu d'équilibrisme qui lui apporte pas mal de ressources, mais qui, d'un certain point de vue, paralyse ses choix diplomatiques fondamentaux. Alors, il y a quelques décennies, on aurait fait le tour de ces pays du monde arabe et de leur rapport avec la Palestine. On aurait parlé de grands pays arabes historiques comme l'Égypte, l'Irak, la Syrie. Et en fait, le fait même de parler à ce point des monarchies du Golfe et des micro-États ou bien des fédérations de micro-États qui constituent partiellement ces pays arabes du Golfe, ça montre quand même quelque chose, une évolution. Ça montre quelque part que les grands pays arabes, dans la tradition du panarabisme, sont tombés. Oui, alors il y a plusieurs éléments, comme toujours. D'abord, il faut voir que dans un système mondialisé, dans une économie globalisée, évidemment, l'ensemble de la péninsule arabique a un avantage considérable, c'est la détention de ressources pétrolières, ce qui est quasiment nul en ce qui concerne la Syrie, extrêmement faible en ce qui concerne l'Égypte. Plus important, l'Irak. L'Irak est un pays producteur de pétrole, mais enfin, on sait ce qu'a été l'histoire de l'Irak depuis la guerre du Golfe de 1991, et on comprend bien que l'Irak ne peut plus jouer ce rôle dont rêvait Saddam Hussein, et avant Saddam Hussein, le maréchal Aref, et avant même Qassem, qui était arrivé au pouvoir en renversant la monarchie irakienne en 1958. Donc ça, c'est terminé, de toute façon. Et il y a déjà un leadership par défaut. Et par défaut, je dirais, lié à l'extinction de tous ces États. Il y a ensuite une hégémonie par ressources, c'est la ressource pétrolière, et il y a enfin une hégémonie par capacité, cette capacité de développer des partenariats avec à peu près tout le monde et de se rendre indispensable. Lorsqu'on a amorcé une négociation entre la Russie et l'Ukraine, on a voulu passer par Jeddah. Il y avait deux candidats pour accueillir une médiation, la Turquie et l'Arabie Saoudite, et on en est toujours là. Donc, effectivement, on voit qu'en mêlant les arguments par défaut, les arguments par ressources et, je dirais, les arguments par habileté manœuvrière, l'Arabie Saoudite est toute première et le Qatar également. Les Émirats arabes unis sont davantage englués d'abord dans un jeu commercial un petit peu douteux, et d'autre part, comme je disais tout à l'heure, en s'impliquant dans des accords d'Abraham, ce qui a eu tendance un peu à les marginaliser, au moins dans l'opinion publique arabe. Alors, est-ce que la guerre politico-religieuse, si je peux dire, entre les frères musulmans, les fameux frères musulmans dont on parle et on reparle en France à tort et à travers, et les wahhabites, par exemple, est une clé d'explication de cette ambivalence vis-à-vis de la Palestine, une ambivalence relative, mais une ambivalence quand même?
Oui et non. Et d'ailleurs, c'est ça, moi, qui me met mal à l'aise. C'est cette façon de se précipiter sur des catégories toutes faites, alors qu'elles sont infiniment plus complexes, souples et mobiles qu'on le dit. D'abord, le mouvement des frères musulmans a très peu pénétré l'espace de la péninsule arabique. Pourquoi ? Parce que l'Arabie saoudite, principale de ces États, est wahhabite. Le wahhabite s'est banalisé dans le salafisme, et le salafisme s'est considéré comme menacé par la compétition des frères musulmans. Donc les frères musulmans sont un peu présents au Qatar, mais de manière ambiguë, parce que le mouvement est officiellement interdit même au Qatar, là où pourtant il y a des chefs des frères musulmans et où il y a eu une implantation. Et je dirais même, par défi de Doha vis-à-vis de Riyad, toujours eu une petite tendance à préférer l'Ikhwan al-Islam, les frères musulmans, aux salafistes. Mais ce n'est pas une présence si importante que ça. Hein. Par ailleurs, les frères musulmans, c'est un mouvement qui a été créé en 1928, c'est-à-dire presque 100 ans, et en 100 ans, il s'est diversifié en tendances différentes, il a muté, donc les choses sont infiniment plus complexes qu'on ne le dit. Et d'autre part, mais ça nous ramène même à la chronique française, arrêtons de considérer que les idéologies sont ossifiées et sont des acteurs de l'histoire. Les idéologies, elles sont d'abord instrumentalisées. C'est un costume, l'idéologie, c'est un costume que l'on porte pour s'afficher, mais ensuite que l'on va retailler en fonction de ses propres besoins et de ses propres orientations. Et on l'a bien vu, par exemple, dans le cadre de la révolution égyptienne, c'est-à-dire de Maidan, Tahrir, 2011 et suivante, comment les frères musulmans renvoyaient à des tendances extrêmement différentes et qui s'opposaient aux salafistes, qui était également une autre tendance. Donc arrêtons de diaboliser, de pointer du doigt. Tout ça est beaucoup plus compliqué que les influenceurs ne nous l'expliquent sur les réseaux sociaux. Les influenceurs, j'aime bien l'expression. Est-ce que, d'une certaine manière, on peut dire que le Qatar, c'est le meilleur ami tout de même des Palestiniens, notamment parce que le Qatar est finalement le seul pays qui a réussi à se poser en puissance médiatique arabe, et c'est Al Jazeera qui humanise le plus les Palestiniens. Si on fait le bilan sur les réseaux sociaux, sur les télévisions par satellite d'Al Jazeera, on montre quand même que c'est la mauvaise conscience de l'humanité. Est-ce que finalement c'est pas le Qatar que certains appelaient à une époque le vilain petit Qatar, qui est le meilleur ami des Palestiniens aujourd'hui? Alors tout à l'heure, je disais qu'on employait pour désigner, catégoriser le Qatar, l'expression anglaise, américaine au demeurant, de cunning state, d'État malin. Pourquoi est-ce un État malin ? Parce que c'est un État qui est et a toujours été bien avec à peu près tout le monde. C'est-à-dire, il y a une alliance stratégique entre le Qatar et les États-Unis. Il y a une base américaine au Qatar. Il y a une excellence des relations entre le Qatar et l'Europe en général, et la France en particulier. Hein, et on sait que notamment Nicolas Sarkozy y était extrêmement attaché. Il y a jamais eu de tension vive entre le Qatar et l'Iran, contrairement à Bahreïn et à l'Arabie saoudite, comme je le disais tout à l'heure. Et le Qatar fait de cette invention du multi-alignement à sa manière la marque de sa diplomatie. Donc tout le monde va au Qatar, tout le monde profite du Qatar. Pour les responsables occidentaux, c'est un pays qui est considéré comme fréquentable parce que c'est une monarchie traditionnelle, conservatrice, qui n'est pas trop, et en même temps modernisante, qui emploie bien des recettes occidentales pour faire fonctionner et son économie et, je dirais, sa vie sociale. Et donc, il y a bien entendu eu quelques manières de pointer du doigt certaines activités au Qatar, mais en gros,
non seulement le Qatar est accepté par tout le monde, mais rend service à tout le monde. Donc, il a un positionnement idéal pour être la plaque tournante et pour être le siège des négociations. Mais il joue bien parce que effectivement, c'est lui qui porte la parole palestinienne. Oui, enfin, en tout cas, c'est son dispositif médiatique. Alors, il y a Al Jazeera, mais enfin, Al Jazeera, même si c'est une chaîne qatari, ce n'est pas l'État du Qatar. Hein. Al Jazeera, c'est quantité de journalistes qui ne sont pas tous, tant s'en faut, des Qataris, qui ont majoritairement pas Qataris, d'ailleurs. Bah, exactement, et qui ont leur indépendance d'esprit, leur socialisation propre. Hein. On n'est pas assez attentif à l'histoire du journalisme dans le monde arabe, qui renvoie à une très grande diversité de sources, d'origines, de socialisation. Tout ça ne superpose pas à l'État qatari. Il faut bien avoir ça en tête. De même, effectivement, le Qatar rassure en Palestine parce que il héberge les dirigeants palestiniens, y compris la branche politique du Hamas, qui a son siège au Qatar, parce que effectivement c'est un médiateur utile, parce qu'il n'a jamais malmené la Palestine. Comme il joue ce rôle très actif dans la diplomatie, personne ne peut l'accuser d'indifférence, alors que l'indifférence est la marque favorite de la plupart, non seulement des diplomaties arabes, mais je dirais des diplomaties dans le monde, hein, qu'elles soient occidentales, russes ou je ne sais, ou indiennes. Voilà. Donc le Qatar est très impliqué, et en étant très impliqué, suscite effectivement une certaine sympathie. Dire maintenant que le Qatar est le meilleur ami de la Palestine, ça me paraît peut-être un peu facile. Alors, est-ce que on peut parler des pays d'Afrique du Nord où ils ont complètement disparu du game? Par rapport au conflit palestinien, oui. Alors, le Maroc a signé des accords d'Abraham. Le Maroc s'est satisfait de ces accords qui, directement ou indirectement, lui ont valu de gagner le Sahara. Donc le Maroc, ça a été un peu je te laisse les Palestiniens et tu me donnes les Sahraouis. Le traître. Je n'ai pas employé ça, c'est toi qui l'emploies. Hein. Avec un point d'interrogation. Mais en tous les cas, c'est vrai que ça les marginalise beaucoup par rapport à la question palestinienne. La Tunisie a été au contraire très impliquée, ne serait-ce que parce que c'est Tunis qui avait accueilli l'OLP lorsqu'elle a été virée du Liban en 1982. Et puis, tous les présidents, pour des raisons très différentes, et cet étrange président actuel semble aussi assez impliqué affectivement dans la défense de la cause palestinienne. Le grand pays qui, lui, n'a jamais varié dans ses professions de foi explicites pro-palestiniennes, c'est l'Algérie. Alors, on pourrait dire, les mauvaises langues diraient, c'est pour prendre le contre-pied du Maroc. C'est peut-être pas tout à fait faux. Mais je pense qu'il y a une continuité entre la révolution algérienne et la révolution palestinienne. C'est-à-dire, finalement, l'Algérie et la Palestine sont les deux pays qui ont vécu une révolution de décolonisation, qui est loin d'être terminée, hélas, pour la Palestine, qui s'est achevée en 1962 pour l'Algérie. Mais ça crée une solidarité de sensibilité et je dirais aussi d'idéologie, c'est-à-dire ce mélange de nationalisme trompé et contrarié par l'humiliation, par la souffrance, par la douleur et par le besoin et par la colère, je dirais, le besoin de dénoncer l'oppresseur. Et donc, il y a une sensibilité commune très forte. Alors, on n'a pas parlé d'Égypte. Alors, le Machrek, oui, qui n'est pas le Maghreb, mais le Machrek. Quand l'Égypte est sortie, a plutôt passé un accord avec Israël, qui a été un véritable traité de paix, le conflit israélo-palestinien, qui était jusque-là un conflit israélo-arabe, est devenu tout simplement un conflit israélo-palestinien. C'est-à-dire que le jour des accords de Camp David, on a vu effectivement que le conflit palestinien
appartenait à un univers bilatéral l'opposant à Israël et non plus à une cause partagée par l'ensemble du monde arabe. À partir du moment où Anwar al-Sadat, à l'époque, nous sommes en 1979, a fait ce choix, effectivement, il a pu obtenir beaucoup d'avantages en retour, l'appui et le financement par les États-Unis, la paix, la restitution du Sinaï, bien des choses de cette nature, mais il a perdu toute chance, d'exercer un leadership à l'intérieur du monde arabe, c'est ce que je disais tout à l'heure, et de pouvoir véritablement jouer un rôle actif dans la solution de ce conflit. Et ça, c'est le grand paradoxe, parce que l'Égypte, c'est quand même le voisin direct, on le voit avec Gaza, parce que l'Égypte, c'est un grand pays, de par son poids démographique, de par sa position stratégique, mais on voit bien qu'il n'y a plus de diplomatie égyptienne en la matière, des tentatives de jouer des médiations, notamment pour la libération des otages, mais qui se révèlent finalement moins déterminantes que celles du petit Qatar. Merci Bertrand Badi. Et merci à vous d'avoir regardé cette édition du Monde n'a pas de centre. On le répète, le média est en campagne pour financer sa montée en puissance sur les réseaux sociaux et auprès des nouvelles générations, et aussi pour se donner les moyens de postuler d'ici le 20 juin à une fréquence TNT en Ile-de-France afin de toucher un bassin de 12 millions d'habitants. Rendez-vous sur lemediatv.fr/campagne. Restez connectés aux médias.